Bonjour et bienvenue à la prochaine webinaire pour la boîte à outils des nouveau-nés. Veuillez vous introduire dans le chat en indiquant votre nom et votre rôle. Prochaine diapo. Alors, l'objectif de cette série est d'encourager l'apprentissage collaboratif pour progresser plus rapidement ensemble dans les soins aux nouveau-nés malades et petites. Le webinaire aujourd'hui se concentrait sur les soins aux nouveau-nés petites et malades dans les contextes humanitaires. Alors, rejoignez la boîte à outils pour les nouveau-nés pour être informé des webinaires, des nouvelles et pour partager des outils ou des idées. Et tu peux scanner le code QR en bas de l'écran pour rejoindre la communauté. Prochaine diapo. Alors, on a quelques événements à venir. Le 30 juillet, on a un prochain webinaire sur quelle est la prochaine étape pour les infirmières néonatales globales, les personnels, la gouvernance et les qualifications dans les pays à faible et moyen revenu. Et sur le 6 août, on a un autre webinaire. Pourquoi le lait maternel est-il encore plus important pour les bébés les plus vulnérables? Prochaine diapo. So if you're an English speaker joining us today, welcome to the webinar. If you would like to listen to the webinar in English, please join the English channel and you'll be able to listen to the webinar in English. Prochaine diapo. Alors, je vais introduire notre animateur aujourd'hui, Dr. Frank Hamjahu, un pédiatre spécialisé dans la nutrition. Il possède une douzaine d'années d'expérience dans la pratique clinique, la recherche, la formation et la gestion de projets dans les pays en voie de développement. Actuellement, en tant que conseiller technique auprès de l'ONG internationale Médecins avec l'Afrique, CUAMM, il dirige le projet qui appuie le Centre hospitalité universitaire pédiatrique de Bangui en République centrafricaine. Alors, bienvenue à Franck. Merci, Laurine Allison, pour cette introduction. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'immense plaisir de diriger ce webinaire qui va se focaliser sur la santé des nouveau-nés dans le contexte humanitaire, puisque nous savons qu'aucun pays ne doit être laissé derrière si nous voulons tous atteindre les objectifs du développement durable. Et donc, cet après-midi, nous allons nous particulièrement focaliser sur la santé de ces nouveau-nés dans le contexte humanitaire. Notre premier intervenant sera le docteur Maria José Sanchez Alva. Maria José Sanchez Alva est pédiatre mexicaine spécialisée en médecine d'urgence pédiatrique. Elle a fait ses études de médecine et une formation complémentaire à l'Institut national de pédiatrie de Mexico. Elle a travaillé dans des services de soins intensifs et de soins intensifs néonatales, ainsi que dans les services de médecine d'urgence. Elle s'est occupée des enfants et des nouveau-nés des couches vulnérables dans des zones rurales dans le nord du Mexique, en se concentrant particulièrement sur la malnutrition et les maladies transmissibles. Récemment, elle a travaillé sur le terrain avec l'ONG Médecins sans frontières au Sud-Soudan, en apportant donc son soutien dans le pic du paludisme. Elle est actuellement candidate à une maîtrise en santé publique pour le développement au London School of Hygiene and Tropical Medicine à Londres. Dr José Marie Sanchez va nous entretenir en quelques minutes, en une dizaine de minutes, en nous donnant une vue d'ensemble sur la santé des nouveau-nés dans un contexte de crise humanitaire. Vous avez la parole, docteur Marie-Josée. Merci, docteur, et bonsoir à tous pour être ici aujourd'hui. La prochaine, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Bon, commençons par nous rappeler de l'objectif de développement durable, le ODD 3.2, qui vise à réduire la mortalité néonatale à moins de 2 décès pour 1000 naissances vivantes d'ici à 2030. Malheureusement, 64 pays manqueront cet objectif. Et en 2020, près de 1,2 million de nouveau-nés prématurés étaient nés dans les 10 pays les plus fragiles
Et aussi, 38% de la mortalité néonatale et des morts de naissance surviennent dans les 30 pays considérés comme des crises humanitaires. Qu'est-ce que c'est exactement un contexte humanitaire? Bon, c'est un contexte où il existe une menace généralisée pour la vie humaine ou la santé qui dépasse complètement la capacité de réponse du pays. Et cela peut être dû à un conflit armé, une insécurité alimentaire, une catastrophe naturelle ou une urgence de santé publique. Ici, dans la carte, vous pouvez voir en rouge et en orange que la plupart de ces pays sont situés en Afrique et en Asie du Sud et certains d'entre eux nécessitent un effort 5 fois plus important pour atteindre l'ODD. La prochaine, s'il vous plaît. Et OK, ici, on voit les taux de mortalité dans les 10 premiers pays les 10 pays les plus fragiles en 2002 selon le Fragile States Index. Notamment, nous pouvons voir la Somalie, l'Afghanistan, Soudan et Soudan du Sud avec plus de 35 décès pour 1000 naissances vivantes. Et une autre fois, on peut voir l'objectif de développement durable 3.2 qui est très loin encore pour ce pays. Il est important aussi à dire que les événements mondiaux récents changeront beaucoup ces graphiques parce que cette graphique manque les crises récentes. Prochaine. Qui pouvons nous faire face à ces problèmes? Par exemple, ici, il y a 3 guides différents d'une perspective de système de santé. La 2 premières, le Newborn Health and Humanitarian Settings, et à gauche, le Roadmap to Accelerate Progress, ont été élaborés en collaboration avec l'UNICEF et Save the Children, et le 3e pour le UNHCR. Ce ne sont pas vraiment des guides cliniques, mais plutôt des actions clés destinées au personnel de santé qui est impliqué dans la conception et aussi l'évaluation de services de santé dans des contextes humanitaires. Et l'objectif principal est d'accélérer la santé de chaque nouveau-né dans tous les contextes et nous assurer que tous les pays ont leur plan d'urgence nationaux et prévus pour être déployés en cas de crise. Vous pouvez tout le trouver en ligne gratuitement. Prochaine, s'il vous plaît. OK. Et rapidement, on parlera un peu de les différents niveaux de soins. Dans les soins essentiels de nouveau-né, on peut trouver les soins thermiques, par exemple, les contacts peu à peu, le mère kangourou, la prévention des infections, le soutien à la respiration, l'allaitement exclusif et la surveillance pour le signe des dangers. Un système de santé qui peut seulement donner les soins essentiels est un premier niveau de soins. Enfin, quels que soient les contextes, la plupart des pays peuvent donner des soins essentiels aux nouveau-nés. Prochaine. Le Soudan du Sud est, par exemple, un pays qui est seulement capable de donner le premier niveau de soins aux nouveau-nés. En 2022, selon l'UNICEF, le Soudan du Sud avait 40 décès pour 1000 naissances vivantes. Cet pays a besoin d'efforts extrêmement élevés pour atteindre l'objectif de 2030. Et à la fin, ce niveau de soins peut traiter seulement les nouveau-nés en bonne santé à terme avec un poids normal, mais les interventions plus complexes, telles que celles nécessaires pour traiter le nouveau-né petit et malade, par exemple, ne sont pas possibles. La prochaine. Par ailleurs, la Syrie et la Palestine ont atteint déjà l'objectif 2030 avec 11 et 9 décès respectivement pour 1000 naissances vivantes en 2002. Et ces 2 pays ont réussi à donner un 2e niveau de soins aux nouveau-nés malgré leur statut de contexte humanitaire. Cet niveau de soins peut traiter les nouveau-nés malades qui ont besoin d'interventions plus compliquées et plus spécialisées aussi, comme par exemple la détresse respiratoire, la septicémie, la prématurité, entre autres. Et comparé au Soudan du Sud, ces pays sont de niveaux plus élevés de soins de base.
Il est important de dire une autre fois que nous savons que la situation à Gaza a tellement changé et Seina parlera plus tard de cela. La prochaine. Quand on parle d'une crise humanitaire, il y a deux phases, la phase d'urgence ou la phase aiguë et aussi la phase de rétablissement. Le premier mois d'une crise sont considérés comme la phase d'urgence. Pendant cette période, l'objectif sera de réduire la mortalité excessive. Pour cela, c'est très important de mesurer chaque naissance et chaque décès. Si on utilise, par exemple, le réfugié Rohingya au Bangladesh, pendant la phase aiguë en 2017, il y avait 27 décès pour 1000 naissances vivantes et 15 morts et naissances pour 1000 naissances. Mais cette crise de déplacement dure maintenant depuis 7 ans avec environ 1 million de personnes qui vivent à Cox's Bazar et qui ont toujours besoin d'une réponse sanitaire continue. Nous sommes maintenant dans la phase de rétablissement où l'objectif est d'aligner les efforts sur les ODD. Malheureusement, on peut imaginer comme est la vie dans le camp pour les réfugiés. Les camps sont surpeuplés, il manque la capacité, l'infrastructure et les ressources humaines nécessaires, et les femmes manquent des soins prénatals et des services d'accouchement sécurisés. Et à la fin, grâce à la collaboration internationale, il y a beaucoup de cliniques mobiles pour les soins de nouveau-nés. Cependant, le système de santé a besoin de services plus complexes et durables et de ressources supplémentaires. Prochaine. Comme conclusion, quel que soit les contextes, l'objectif devrait être de donner au moins un deuxième niveau de soins aux nouveau-nés si nous voulons vraiment atteindre l'ODD 3.2. Cela inclut effectivement l'équipe médicale spécialisée, les pédiatres, les infirmières, les sages-femmes, mais aussi l'équipe médicale technologique, comme les pompes à seringues, les CPAP, les réchauffeurs radiants et celles que vous pouvez voir ici. Mais enfin, bon, nous devons tous continuer à travailler à faveur de l'aide humanitaire pour le nouveau-né et renforcer les systèmes de santé pour mieux répondre aux besoins des bébés et surtout de bébés petits et malades. Merci. À Dr Maria José Chancès Alva. Lors de votre intervention, vous nous avez rappelé les données statistiques en ce qui concerne les nouveau-nés dans le contexte de crise humanitaire, en rappelant que 1,2 million de prématurés naissent dans 10 pays les plus fragilisés au monde. Vous avez également rappelé les soins essentiels selon le niveau de crise humanitaire, en rappelant qu'au Soudan, on n'arrive qu'à délivrer le premier niveau de soins. En revanche, en Palestine et en Syrie, on a pu atteindre le deuxième niveau. Enfin, vous avez rappelé les différentes phases de crise humanitaire, à savoir la phase d'urgence, la phase aiguë et la phase de rétablissement, et qu'il est important de monitorer les données durant toutes ces phases. Et pour conclure, vous nous avez dit qu'il faut atteindre le deuxième niveau en invitant le corps médical et le corps des techniciens et des ingénieurs pour y arriver. Nous vous remercions pour votre intervention et nous passons ainsi à la deuxième intervention de Madame Zena Yamoudine. Zena Jamaldine est nutritionniste à London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ses recherches portent sur l'insécurité alimentaire, l'insécurité hydrique et la malnutrition chez les enfants et les ménages parmi les réfugiés et les populations marginalisées du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Elle prépare une thèse de doctorat actuellement qui porte sur l'établissement d'une cohorte de naissance de réfugiés palestiniens à l'aide de dossiers médicaux électroniques. Madame Zena va nous entretenir sur la projection de la mortalité néonatale à Gaza. Vous avez la parole. Merci Franck, bonjour tout le monde. Je vais parler, comme Franck vient de dire, un peu sur les projections qu'on a fait pour Gaza. Prochain diapo, s'il vous plaît.
Donc, comme Maria vient de dire, avant la guerre à Gaza, les soins maternels et néonatals étaient d'une bonne qualité à Palestine, avec des niveaux de mortalité maternelle et néonatale réduits comparés à d'autres pays du monde. En effet, 96% des femmes assistaient à au moins 4 consultations prénatales et la majorité accouchaient à l'hôpital. Et le taux de césarienne était d'environ 22%, ce qui est un peu acceptable. À Gaza, 5000 femmes accouchaient chaque mois et 800 à 900 bébés par mois nécessitaient des soins urgents, néonatales urgents. Avec le début de la guerre, le risque de mortalité maternelle et néonatale a augmenté significativement. En effet, en décembre, avec les attaques sur les hôpitaux et la réduction des carburants, on a entendu que beaucoup de femmes ne pouvaient pas accoucher aux hôpitaux. En même temps, en décembre, on a noté que les médicaments ont diminué et que les médecins, dans certains cas, devaient utiliser l'hystérectomie pour sauver la vie des femmes en raison de manque de sang. L'attaque sur les hôpitaux et le manque de carburant ont mis en danger aussi la vie des nouveau-nés prématurés. Au moins 5 bébés prématurés sur 37 ont noté être morts en raison de manque de carburant à Al-Shifa Hospital. Donc, diapo suivant, s'il vous plaît. Prochain diapo. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de projeter l'impact de la guerre. En octobre et novembre et décembre, il était possible d'estimer la mortalité traumatique, donc due aux bombes. Et c'est le nombre qu'on voit tout le temps dans les médias. Mais le nombre de décès causés par la réduction de l'accès aux soins restait vraiment inconnu. On a décidé de projeter l'impact de la guerre sur la mortalité causée par les différentes maladies, donc notamment les maladies non transmissibles et les maladies transmissibles. Mais aussi, on a fait la mortalité néonatale. On a utilisé 3 scénarios pour projeter la mortalité, commençant à février jusqu'à août, pour voir comment la situation va devenir pire. Le premier scénario qu'on a utilisé, c'est la cessation du feu avec l'ouverture des hôpitaux. Le deuxième scénario, c'est le status quo, similaire à la situation qu'on a vue mi-octobre, mi-janvier, et la situation d'escalade de la guerre avec les attaques à Rafah qu'on voit maintenant. Les éléments utilisés pour former les scénarios étaient l'intensité de la guerre, le mouvement de la population, l'occurrence de la pause et l'espace humanitaire. Prochain diapo, s'il vous plaît. On a utilisé l'outil LifeSafe Tool, qui est habituellement utilisé pour montrer comment l'augmentation de l'accès aux soins, donc l'accès aux soins curatifs, vraiment diminue les mortalités néonatales, causées par exemple à la pneumonie ou d'autres raisons. Ici, on a fait l'inverse. On a réduit les interventions de l'accès aux soins primaires, l'intervention de l'accès à l'hôpital, l'allaitement maternel, pour documenter combien de nouveau-nés mouraient dans les 3 différents scénarios. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, pour chaque intervention, les soins prénatals, les accouchements à l'hôpital, les soins d'accouchement dans un établissement, le nombre d'accès avant la guerre a été pris en compte. Ensuite, on a utilisé les données du ministre de Santé à Gaza, les reports de l'ONU pour déterminer le status quo et ensuite réduire davantage les interventions pour l'escalade et augmenter les interventions pour la cessation du feu. On a fait ça pour les différents indicateurs. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, pour réduire l'allaitement, on s'est basé sur les données de guerre précédentes, à Gaza, à Syrie et en Irak, pour réduire l'indicateur de l'allaitement dans les 3 différents scénarios. Les soins curatifs néonatals ont également été réduits avec la réduction des antibiotiques disponibles. L'insécurité alimentaire a été augmentée dans les 3 différents scénarios. Prochain diapo, s'il vous plaît. En termes de résultats, je vais simplement me concentrer sur la mortalité néonatale, le graphique au centre du diapo.
En effet, en gris, nous montrons la mortalité qui aurait eu lieu avant la guerre. On a ajouté ensuite la mortalité excédentaire dans les 3 différents scénarios. En vert, la cessation du feu, en bleu, le status quo et en mauve, l'escalade. Dans la situation de l'escalade, la mortalité néonatale double pendant la guerre durant la projection de 6 mois. Prochain diapo, s'il vous plaît. Quand on regarde à la situation cumulative depuis le début de la guerre, donc depuis octobre jusqu'à août, en gris aussi, c'est la mortalité qui aurait eu lieu durant cette période sans la guerre. Et puis, à partir de ce qu'on a fait, c'est on a fait les projections à partir de février pour les 3 différents scénarios. Dans le scénario de l'escalade, en mauve, le niveau atteint est 1000 nouveau-nés tués durant la guerre. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, comme vous pouvez savoir peut-être, la principale raison des mortalités néonatales est le manque d'accès aux soins de l'hôpital. Puis, c'était le manque d'accès aux soins curatifs. Et puis, c'était la réduction de l'allaitement. Donc, ces projections montrent un peu où sont les interventions qui sont vraiment importantes pour sauver la vie des enfants durant la guerre. Ces projections ont été menées d'une manière un peu conservative à propos de l'augmentation de l'insécurité alimentaire. On aurait pu augmenter davantage l'insécurité alimentaire parce que maintenant, les données montrent que la situation est encore pire. L'insécurité alimentaire a vraiment impacté les morts-nés plutôt que les nouveau-nés. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, tous les nombres que je montre maintenant sont les nombres de décès des nouveau-nés sans les blessures traumatiques. Il est aussi possible de voir le nombre de décès néonatals dus aux blessures traumatiques. Pour les nouveau-nés, les mortalités traumatiques sont minimales et ne contribuent pas beaucoup à la mortalité totale. En effet, les blessures traumatiques sont un plus grand contributeur pour les femmes enceintes que les nouveau-nés. Mais le taux de mortalité par 1000 naissances vivantes avant la guerre était 9, comme Maria vient de dire. Pendant la guerre, en comptant, si on compare les niveaux qu'on a dans le status quo et dans l'escalade, au niveau en Palestine précédemment, les niveaux observés sont les niveaux observés en 2006 et en 1998 en Palestine. Le système de santé au niveau de mortalité néonatale est observé il y a 20 à 30 ans. Donc, la guerre a significativement impacté la mortalité néonatale d'une façon indirecte. Même avec la cessation du feu, la mortalité néonatale va être élevée parce que les hôpitaux ne fonctionnent plus d'une manière... et les interventions clés à cibler, c'est l'accès aux médicaments, aux soins et l'augmentation de l'allaitement. Merci beaucoup. Merci à Madame Zena Jamaldine pour votre présentation qui nous a montré comment la guerre a fait reculer ce pays de 30 années. Et vous avez démontré les facteurs qui impactent aujourd'hui la mortalité néonatale en montrant les résultats de votre scénario et en prouvant qu'en période d'escalade, la mortalité néonatale double. Et enfin, ce décès excessif qui serait même plus dû aux blessures non traumatiques, aux blessures traumatiques. Nous allons passer à la 3e intervention de Dr. Joanna Thompson. Dr. Joanna Thompson est pédiatre australienne basée à Paris. Elle est titulaire d'un master en santé publique internationale et d'une expertise privée en éducation pédiatrique. Depuis 2011, elle a travaillé avec Médecins sans frontières dans diverses fonctions et a dirigé la conception et la mise en œuvre de plusieurs programmes de formation de l'ONG Médecins sans frontières. Elle occupe actuellement le poste de conseillère en pédiatrie pour l'Académie Médecins sans frontières pour les soins de santé, développant un programme de formation formalisé visant à améliorer les compétences cliniques des médecins travaillant dans les environnements aux ressources limitées.
Dr. Joanna Thompson va nous entretenir sur Médecins sans frontières, intervention visant à renforcer la prestation des soins aux nouveau-nés en une dizaine de minutes. Vous avez la Merci parole. beaucoup pour l'introduction et bonjour à tous. Je vais parler rapidement de le développement et implémentation d'une formation nouveau-né qu'on a fait pendant les dernières années chez MSF. Ensuite, s'il vous plaît, prochaine. Donc, l'approche pédagogique que nous avons adoptée pour cette formation, c'est basé sur l'approche classe inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une manière de formation où on inverse les deux parties d'une classe. Donc, dans une classe traditionnelle, il y a la partie des théories qui est fait en classe avec les professeurs, donc un cours magistral avec les participants. Et ensuite, les devoirs sont souvent les activités pour les étudiants à faire à la maison. Dans les classes inversées, on fait l'inverse. Donc, on fait la partie des théories avant la classe. Donc, on fait le cours avant la classe et on fait les activités dans la classe, donc les devoirs dans la classe. Et cela permet des activités un peu plus actives, une formation plus active avec le professeur. Ensuite, next. Et donc, cette formation est basée sur 3 différentes phases de formation. On a la formation en ligne, en autonomie, donc la première partie. Et cela permet les participants de faire chacun à leur rythme, de travailler en autonomie pour faire la partie des théories. Ensuite, et ça c'est pour les médecins, les infirmiers et les sages-femmes. Ensuite, on a des classes virtuelles avec une expert à la distance spécifique à la profession. Donc, on a des classes pour les médecins, les classes pour les infirmiers et sages-femmes. Notamment basées sur les études de cas. Donc, c'est vraiment de mettre en place, mettre en pratique les parties tirées avec une expert. Et la troisième partie, ce sont les activités cliniques ou la formation en situation de travail. Ensuite, donc pour le première partie de formation en ligne, nous avons une formation sur notre plateforme Tembo qui est ouverte à tout le monde, pas juste le staff de MSF. Et ça, c'est un exemple d'un module. On a actuellement 13 modules disponibles en français et en anglais. Ça commence avec une module, ici, c'est les infections bactériennes graves. Ensuite, le participant peut rentrer dans le module qui sont toujours composés dans la même manière. Comme ça, c'est plus systématique. Il y a 3 différentes parties de la formation en ligne. La partie de théorie qui est vraiment interactive. Les études de cas pour appliquer ce qu'ils ont appris pendant la partie théorie. Et puis une partie d'évaluation avec une quiz pour valider leur connaissance avant de passer en classe. Next slide. Donc, c'est un exemple de la partie de théorie. Donc, c'est vraiment interactif. Ici, il y a le hotspots, je ne sais pas comment on dit, mais c'est interactif. Donc, le participant peut découvrir les signes cliniques ici pour l'examen. Et il y a des explications pour la partie théorie. Next. On a des vidéos, par exemple, qui sont liées à la formation aussi. Ensuite, un exemple des études de cas. Donc, ils font la partie tirée. Maintenant, on peut mettre en œuvre qu'est-ce qu'ils ont appris dans les études de cas. Next. Et pareil, pendant les études de cas, ils peuvent découvrir l'information. On essaie d'utiliser les mêmes outils qu'ils ont dans le service. Next. Je vais passer rapidement. Et avec des activités cliniques, des questions dans les études de cas. Next. Deuxième partie de la formation, c'est les classes virtuelles. Donc, la première formation qu'on a mis en œuvre, c'était au Sud-Soudan. Et ça, c'est un exemple d'une classe virtuelle qu'on a fait. On a regroupé 8 différents projets. Donc, c'était vraiment un échange de pratiques, un échange d'expériences autour des études des cas, où ils ont vraiment travaillé dans les cas concrets.
pour mettre en pratique le connaissance. Next slide. Et ça, c'est moi en train de faire une classe virtuelle. Next. Et la troisième partie de la formation, c'est la formation en situation de travail. Donc, on a des recommandations pour les activités cliniques à faire dans le service pour mettre vraiment en pratique de la troisième étape, donc la partie théorie, la pratique, mais maintenant, c'est au quotidien avec les vraies patients. Et pour chaque module, on a développé un aide-mémoire, donc toute l'information groupée dans une seule page qu'ils peuvent utiliser dans le service. Donc, c'est un petit rappel à toutes les choses les plus importantes utilisées de rappeler pendant le soin. Sorry, I'm speaking too fast. Next slide. Et ici, un exemple de les activités cliniques. Donc, avec un formateur aux côtés du lit de patient, c'est maintenant, ils ont appris de formation, c'est pour mettre en place dans le service. Voilà, rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. Je suis là. Merci. Merci, Dr. Johanna Thompson, qui vient de nous présenter l'expérience de Médecins sans frontières médicales et paramédicales à travers l'approche classe inversée. Merci. Nous espérons que les questions viendront plus tard pour mieux éclairer notre compréhension. Nous passons ainsi donc à l'intervention suivante de Dr. Sophie Jeannette. Dr. Sophie Jeannette est une pédiatre passionnée et spécialisée dans les soins aux nouveau-nés qui se consacre à l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile à travers le monde. Elle est titulaire de master en santé internationale et en médecine tropicale de l'Université d'Oxford. Elle apporte une vaste expérience acquise dans le cadre de ses diverses fonctions en Afrique, en Asie et en Amérique, ainsi qu'au sein de différentes organisations internationales. Depuis 2019, Dr. Sophie Jeannette travaille comme conseillère en pédiatrie pour Médecins sans frontières au Sénégal, où elle poursuit son engagement pour cette cause noble. Dr. Sophie Jeannette va faire une présentation sur le développement, la mise en œuvre et l'extension d'un programme d'apprentissage hybride sur les soins aux nouveau-nés dans l'ensemble expérience de Médecins sans frontières. Dr. Sophie, vous avez la parole. Merci. Prochaine diapo. Alors, imaginez Fatih arrivant à la maternité après un long parcours, beaucoup de douleurs. Elle arrive avec son accompagnant et la sage-femme ne parle même pas sa langue et ne la laisse pas rentrer avec un accompagnant pour accoucher. Diapo suivante. Fatih, son bébé est né, elle était seule. Son bébé, immédiatement, on a coupé le cordon, on l'a mis séparé d'elle dans une lampe chauffante, sans aucune raison apparente. L'enfant allait bien. Diapo suivante. Mais si cet enfant avait besoin aussi de soins médicalisés parce qu'il était né petit poids ou il était malade, il est alors envoyé dans une unité comme celle-là, une unité néonatale, où il n'y a même pas d'espace pour elle ou pour un autre membre de la famille pour accompagner ce nouveau-né. Et c'est là que commencent des soins fragmentés et en silo entre les mères et les enfants. Et cette approche, on sait, augmente la mortalité néonatale. Cette approche fragmente et divise le couple mère-enfant. Malheureusement, l'histoire de Fatih n'est pas l'exception, mais la norme dans la plupart des contextes humanitaires où on travaille. La diapo suivante. Et c'est pour cela qu'avec Médecins sans frontières, on lance une initiative qui veut changer le paradigme actuel. On veut intégrer le couple mère-enfant avec une approche multidisciplinaire qui vise à renforcer la dyade parce qu'il n'y a pas de santé néonatale sans santé maternelle.
Alors aujourd'hui, je vais brièvement vous présenter la mise en œuvre de ce projet pilote qui a mis l'approche zéro séparation. Mais avant, je veux remercier énormément tous notre travailleurs, notre équipe de santé sur le terrain qui font un travail extraordinaire au jour à jour. La prochaine. Alors, l'approche zéro séparation est une approche ancrée dans les soins centrés sur les personnes et sur la famille et surtout sur la dyade. Et Médecins sans frontières comprend cette approche avec deux grandes dimensions. La première, c'est l'intégration des soins mère-enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on prend en soin le couple à tout moment pendant leur pendant leur parcours de santé. On vise à que les soins des mères et les soins des nouveau-nés soient couverts lorsqu'on a accès à eux. Et aussi diminuer la séparation physique qui est systématique dans la plupart des systèmes de santé. On vise à avoir une proximité physique, mais aussi émotionnelle. Et cette approche a comme objectif ultime de diminuer la mortalité et morbidité néonatale, mais aussi la morbidité maternelle, parce qu'il y a beaucoup de soins de dépression postpartum qui est inaperçu. La prochaine. Alors, le projet pilote a été fait dans un établissement de santé secondaire du ministère de la Santé à la ville de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, qui est en partenariat avec MSF depuis 2022. On a un grand volume d'activités maternelles et néonatales et la moitié de nos admissions néonatales sont des petits poids de naissance. La prochaine. Et aujourd'hui, après l'implémentation de cette approche zéro séparation, l'histoire des femmes qui accouchent à Bobo est un peu différente. Les femmes peuvent être accompagnées lors de l'accouchement, les pot à pot à la naissance et les soins essentiels à la naissance sont respectés et les mamans peuvent accompagner leur bébé dans toute l'unité pendant tout leur parcours de santé. Et comme vous le voyez dans cette photo, un couple est en train de faire des soins kangourous immédiats après la naissance et les mères ne sont pas vues comme des visiteuses, mais comme des acteurs clés de la santé de leur nouveau-né. Prochaine. Alors, différents éléments ont été faits pour pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle approche. La suivante. Suivante. La première et très importante était de comprendre les besoins et les perspectives des mères, de leur famille et de leur communauté par rapport à l'accouchement, les soins postnatals, mais aussi toute la partie qui vient avant. Quels étaient leurs besoins et comment nous, on pouvait adapter notre soins médicaux à leurs besoins pour être vraiment centré sur les personnes et faire des soins respectueux. On a fait plusieurs focus group discussion, une étude qualitative extensive et on a créé des équipes multidisciplinaires pour discuter les choses qu'on avait identifiées. La prochaine. Le volet de formation était énorme parce qu'on a dû former l'équipe de maternité pour prendre en charge tout cet aspect de la zéro séparation, mais aussi pour améliorer les soins délivrés des nouveau-nés dans la maternité. Et du côté de la néonatologie, former les infirmiers et les médecins de la néonatologie pour prendre en charge aussi les mères et identifier, par exemple, les signes de danger maternel ou d'autres choses et pouvoir intégrer. Comme vous le voyez, des différentes méthodes ont été utilisées. On a fait des simulations comme la photo que vous voyez en bas ou aussi à gauche en bas. On a fait aussi des sessions, des ateliers d'engagement avec des acteurs clés de l'hôpital du CHU et d'autres personnes clés de notre staff national pour discuter qu'est-ce qu'était zéro séparation pour MSF et quels étaient pour eux les défis et les potentielles solutions lors de l'implémentation. La suivante. Finalement, il y a eu beaucoup de changements. On a créé des nouvelles structures, mais aussi créé de nouvelles dynamiques et de processus de collaboration entre différents services qui ne collaboraient pas ensemble, entre la maternité et la néonatologie. Tout ça a dû se faire et se continue à faire parce que même il continue à avoir certains défis, bien sûr. Comme vous voyez, on a créé une nouvelle unité maternelle néonatale intégrée où il y avait de l'espace pour les mères et le nouveau-né et un accompagnant pour appuyer la dyade dans tout l'unité maternelle néonatale. Des défis continuent actuellement et on est en train de voir comment améliorer la communication et le processus des équipes qui est toujours parfois un couloir d'étranglement et aussi mais cependant cette
cette première expérience nous a montré c'est possible de faire autrement, c'est possible d'améliorer et de leur donner un meilleur soin à ces enfants. La prochaine. Alors vraiment, il est temps de changer le paradigme. Il n'y a pas de santé néonatale sans santé maternelle et vice-versa. On doit comprendre, et si vous voulez commencer quelque part, on doit comprendre les besoins et perspectives des patients, du couple et de leur famille pour mieux nous adapter et donner des soins centrés sur les personnes. La prochaine. Finalement, Zéro Séparation est un appel à l'action pour que nous tous, on repense les soins qu'on donne aux couples mère-enfant et comment travailler ensemble pour améliorer parce qu'ils méritent une prise en charge beaucoup meilleure. Je vous laisse avec ces réflexions et merci pour m'avoir invité. Merci, Dr. Sophie Jeannette. Je m'excuse parce que Dr. Sophie Jeannette a plutôt présenté l'expérience du zone sanitaire Burkina Faso sur la notion de zéro séparation. Elle a montré comment plutôt dans son expérience avec MSF, ce projet a été implémenté et comment ils ont pris en compte le désir, les besoins des patients. Donc, les soins centrés sur les besoins des patients. Ceci dit, nous allons passer à la dernière présentation de Dr. Demphak Bernard Brice. Dr. Demphak Bernard Brice est originaire de la région de l'Ouest du Cameroun. Il est titulaire d'un doctorat en médecine obtenu en 2019 à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de l'Université des sciences, des techniques et technologies de Bamako, au Mali. Ces 5 dernières années, il a travaillé successivement comme chargé de projet, puis chargé des programmes de santé pour le compte de African Initiative for Development, coordonnateur de la réponse d'urgence avec Médecins d'Afrique et actuellement, Dr. Demphak est gestionnaire de la recherche en santé maternelle et néonatale avec International Rescue Committee en République centrafricaine. Il va nous entretenir plutôt sur l'efficacité et la faisabilité de la filière de soins obstétricaux et néonatales d'urgence en République centrafricaine. Dr. Demphak, vous avez la parole. OK, merci beaucoup Franck pour l'introduction. ISC, avec l'appui de IEC, a réalisé une étude pour comprendre le parcours de référence des soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base aux soins complets d'urgence obstétricale et néonatale dans les contextes humanitaires. Donc ici, nous aborderons le cas spécifique de la République centrafricaine. Donc, il faut dire que la République centrafricaine est l'un des pays au monde avec un taux élevé de mortalité maternelle et néonatale, respectivement estimé à 129 pour 100 000 naissances vivantes et 103 décès pour 1000 enfants avant l'âge de 5 ans. Donc, malgré des baisses impressionnantes de la mortalité mondiale au cours des 2 dernières décennies, il faut dire que des efforts plus ciblés sont indispensables pour aborder la question de santé maternelle et néonatale dans les zones les plus touchées, à savoir les pays touchés par les conflits et la fragilité. Et donc, dans les contextes humanitaires, les voies d'orientation peuvent être fortement perturbées et en raison de la distance, du coût de l'accès aux soins, des problèmes d'accès, de l'insécurité et d'une myriade d'autres raisons qui peuvent entraîner un accès retardé aux services SONU complets ou même un refus d'être référé. Donc, ceci dit, il y a peu d'informations disponibles dans ces contextes sur l'efficacité des protocoles de référence actuels, sur l'impact de la dynamique des systèmes sur l'efficacité et sur la meilleure façon d'améliorer pour mieux répondre aux besoins des femmes, des filles et de leurs nouveau-nés. Donc, c'est pour essayer de combler ce gap d'informations utiles que nous avons réalisé cette étude. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, l'objectif général de cette étude a été d'examiner les pratiques et les expériences de soins le long du parcours de référence
du niveau SONU de base vers le niveau SONU complet. Et plus spécifiquement, il a été question pour nous de pouvoir documenter les expériences et les points de vue en matière de recherche de soins et de référence des femmes, des filles et ou de leurs nouveau-nés qui ont été référés ou qui ont été directement recherchés des soins dans des établissements SONU complets. Également, il était question pour nous de décrire les points de vue et l'expérience des prestataires de soins à l'égard du système de référence et identifier les obstacles et les facilitateurs à la prestation de soins de qualité aux femmes et aux filles souffrant de complications obstétricales et aux nouveau-nés de petite taille ou malades dans les établissements SONU de base et SONU complet. Donc, nous avons abordé plusieurs thématiques, notamment la question des ressources humaines, les facteurs de décision, la communication, le retour d'expérience, la fonctionnalité du système de référence, le respect et la préservation de la dignité dans l'administration des soins. Prochaine diapo. OK. Donc, l'étude a été menée dans 3 districts sanitaires de la République centrafricaine, notamment le district sanitaire de Bokaranga-Kui, situé dans la préfecture de Luang-Pende, au nord-est du pays, et le district sanitaire de la Nana-Grébizé, dans la préfecture du même nom, le district sanitaire du Ombomu, dans la préfecture également du même nom, et situé au sud-ouest du pays. Donc, dans ces 3 districts sanitaires, nous avons ciblé 11 établissements de soins, dont 3 du niveau SONU complet et 8 du niveau SONU de base. Nous avons travaillé avec les prestataires de soins du niveau SONU de base et les prestataires de soins du niveau SONU complet, les femmes et les filles utilisatrices et non utilisatrices du système de référence. Nous avons procédé ici par des entretiens semi-structurés qui étaient orientés par des guides d'entretien. Des dictaphones ont été utilisés pour ce qui est de l'enregistrement des entretiens et puis nous avons procédé à une transcription éditée. Donc, l'analyse des données a été faite par un logiciel D12 et pour ce faire, nous avons, n'est-ce pas, défini des domaines thématiques à partir des standards de qualité de l'OMS. Prochaine diapo. OK. Donc, ici, déjà, de prime abord, il faut dire que le temps qui nous a été accordé ne nous permet pas d'être exhaustifs sur le sujet. Donc, pour cela, nous avons juste choisi quelques résultats préliminaires clés que nous allons partager avec vous. Donc, sur la question de prestation de soins, nous avons exploré la communication entre les différents niveaux de soins tout le long du parcours de référence. Et sur cette question, il est ressorti que dans une minorité des cas, quand le réseau téléphonique ou les moyens de communication sont disponibles, il y a une communication qui est faite avant et après la référence et à la décharge même de la référence au niveau de l'hôpital de référence. Et autre chose qui est vraiment ressorti à ce niveau et qui est important à relever, c'est que dans les zones, on a constaté que dans les zones où il y a l'achat de performance qui est implémenté, ou aussi peut-être il y a un partenaire humanitaire qui appuie des formations sanitaires, il y a plus d'efforts pour le suivi des références. Néanmoins, dans la majorité des cas, il n'y avait pas de communication entre les deux niveaux de soins par absence de couverture des réseaux téléphoniques ou manque de moyens de communication. Et dans ces cas, le seul moyen de communication était la fiche de référence ou de contre-référence ou des notes écrites dans les carnets de soins des usagers. Et dans ce contexte, il n'y a pas de préparation avant l'arrivée de la référence au niveau du SONU complet. Et il a été rapporté même des cas où une complication obstétricale arrive au SONU. Mais le personnel censé, par exemple, procéder à une césarienne n'est pas disponible, ce qui entraîne parfois des retards dans la prise en charge avec un impact considérable sur l'issue de la référence. Aussi, un autre aspect que nous avons exploré, c'est la perception de la qualité des soins par les usagers. Et il est ressorti que la majorité des femmes, des filles interrogées, ont affirmé que la qualité des soins
des soins essentiellement au niveau SONU complet est bonne du fait de la présence du personnel qualifié, de la disponibilité des médicaments et du plateau technique. Nous avons également exploré, en revanche, je veux dire, certains participants ont estimé que la qualité des soins n'était pas bonne, notamment dans les établissements de soins de base. Et certains SONU complets et du fait de l'absence même des soins pendant le transport. Et sur ce point, elles ont évoqué que le personnel, n'est-ce pas, au niveau de ces différentes formations sanitaires, n'était pas qualifié ou était même indisponible. Il y avait aussi, on a noté aussi une indisponibilité des médicaments et du plateau technique. Aussi, nous avons exploré les facteurs de choix d'établissement des références par les prestataires de soins. Il est ressorti que dans la majorité des cas, il existe un seul établissement de référence. Et dans les cas où il existe plusieurs établissements de référence, les facteurs qui sont généralement pris en compte sont des questions de coût de soins et de transport, la qualité des soins, c'est-à-dire la disponibilité du personnel qualifié dans l'établissement de référence, la disponibilité des médicaments, du plateau technique, mais surtout l'accessibilité géographique et sécuritaire à l'hôpital de référence. Un autre aspect, toujours sur ce point que nous avons exploré, c'est le moyen de transport utilisé lors de la référence. Il ressort que la majorité des références se font à moto. Ensuite vient bicyclette, donc les vélos. D'autres parcours, même trajets de référence à pied, parcourant ainsi des dizaines de kilomètres. Et dans quelques rares cas, une ambulance médicalisée est utilisée. Donc, dans ces conditions de transport inadaptées, cela justifie l'absence de soins pendant la référence, des accouchements non assistés pendant le trajet et parfois même des cas de décès. Prochaine diapo. Donc, sur la question de l'expérience des patients, nous avons recueilli leur ressenti quant au parcours de référence et leur expérience du système de santé. Donc, il ressort que dans la majorité des cas, les usagers ne se sont pas sentis respectés car ils estiment que les prestataires de soins communiquent mal avec elles et qu'elles ont été victimes d'insultes, de tons autoritaires condescendants, des agressions verbales, des séquestrations et des mauvais comportements des prestataires. Donc, ces facteurs ont dans certains cas été évoqués pour justifier le refus de la référence chez les non-utilisatrices. En revanche, certaines femmes rapportent que les prestataires de soins ont bien compris et leur ont prodigué des conseils et elles se sont senties respectées. Nous avons également exploré un dernier aspect ici qui concerne les facteurs qui ont influencé la référence. Donc, les plus rapportés sont les questions de coût de transport, l'insécurité sur le trajet, les intempéries, notamment les questions de pluie et de variations de saison, et l'heure de la journée, les taxes illégales sur le trajet de la référence, les intimidations du personnel soignant par les hommes armés. Dans ces différents éléments, ont, dans la plupart des cas, empêché la référence ou ont été évoqués par les utilisatrices pour justifier le refus de la référence. Donc, comme recommandation, nous disons que dans les contextes sécuritaires fragiles ou volatiles, nous recommandons d'investir davantage à renforcer les capacités des établissements SONU de base. Cela peut passer par un renforcement déjà continu des capacités du personnel existant, des dotations continues en médicaments et un renforcement du plateau technique, mais également des dotations en moyens de communication, ne serait-ce que pour échanger avec les niveaux SONU complets, quand bien même il est possible de faire la référence pour les facteurs qu'on a évoqués. Cela permettrait, n'est-ce pas, d'améliorer la qualité des soins au niveau du SONU de base et de facto
réduire la fréquence des références. Un autre aspect aussi qui peut être pris en compte, c'est d'investir dans les interventions à base communautaire, que ce soit avant, pendant ou après l'accouchement. Et aussi, il faudrait que les curricula de formation des agents de santé communautaires soient adaptés. Et un dernier aspect qu'on peut évoquer ici comme recommandation, c'est surtout de former les prestataires de soins sur les techniques de communication, la psychologie sociale, la psychologie du malade et les soins respectueux. Donc, on pense que ces des modules peuvent être insérés dans la formation des prestataires de soins sur ces différentes thématiques. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, Dr. Demfak, d'avoir partagé l'expérience de cette étude sur le SONUP et le SONUC et la qualité et l'appréciation de la qualité de référence. Nous avons ici fini la première phase de ce webinaire. Nous passons ainsi à la deuxième phase des questions, réponses, commentaires. Il y a quelques questions au niveau de la rubrique QA. Je ne sais pas, je pourrais lire et l'intervenant concerné va répondre si la réponse n'est pas encore postée. En temps, Dr. Johanna a répondu à une des questions. Elle a mis le lien des cours de Médecins sans frontières. Alors, une question de Tomomi Kitamura de UNICEF. Selon vos expériences et ou dans vos pays, vous avez des descriptions pour la santé maternelle et néonatale dans le plan de préparation et réponse aux urgences? Si oui, quels éléments doivent être dans le plan absolument? Par exemple, la non-séparation, le système d'orientation, des façons de continuer les soins et les services pour la mère et le nouveau-né. Je vous remercie des présentations, cela m'inspire beaucoup. Je rappelle qu'il nous reste, sauf si je me trompe, 5 minutes. Alison, tu peux me confirmer? Il nous reste combien de temps pour aller à la fin du webinaire? Oui, on a juste à 14 Allez. heures. Alors, s'il y a une des questions qui veut répondre, et on peut soumettre les questions après le webinaire aux intervenants. Voilà. Je viens de lire la première question. Je ne sais pas, celui qui se sent concerné par cette question peut apporter des réponses. Merci Franck, je peux répondre pour l'expérience de Médecins sans frontières et je crois que c'est une question très pertinente. Et ce qu'on a vu, c'est depuis la planification des activités, il faut avoir en tête le couple mère-enfant. Et ceci ne passe parfois pas parce que dans les organisations internationales, parfois, elles sont séparées en santé maternelle et santé néonatale dans des différentes organisations parfois même. Alors, pensez à que l'implémentation doit aller main à main et on doit penser dans la dyade. C'est pas les soins néonataux, c'est pas les soins maternels. On doit penser au couple et comment nous adapter pour prendre ça. Alors, dès la planification, ensuite le transfert de patients, penser à la dyade aussi et pour la prise en charge ensuite tout le temps. Alors, mon conseil serait la planification doit être repensée parce qu'actuellement, le système de santé nous fait déjà cette division existante dans les systèmes en général. Merci. Dr. Sophie. Il y a une autre question, mais c'est en anglais. Vous me dites que le webinaire est en français. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours dans le chat. S'il y a des intervenants qui veulent ouvrir leur micro et parler directement, ils peuvent lever la main, on va les désigner.
Je pense que l'autre, c'est plutôt un commentaire, ce qui est en anglais. L'un de nos experts conseille le transport kangourou Madagascar, soin méthode kangourou de jumeaux dans une situation de guerre en Ukraine, avec un résultat positif et beaucoup d'autres l'ont imité pour le transport de nouveau-nés avec beaucoup de succès. En tout cas, c'était bien partager son expérience. Cet aspect doit être inclus dans la formation des travailleurs appelés à s'occuper des nouveau-nés dans les situations de crise humanitaire. Merci pour le partage d'expérience. Et si je peux, rajouter par rapport à ce point que je crois qu'il est très important, Allez-y, et s'il vous que plaît. dans notre expérience, on a vu qu'un levier important pour soutenir le couple mère-enfant était toujours de accepter un accompagnant du choix de la mère. Parce que parfois, et la plupart du temps, on ne laisse pas les accompagnants rentrer, on pense non, il y a trop de gens ou c'est compliqué de gérer. Mais ça, c'était un levier énorme parce que si la mère ne peut pas faire, par exemple, des soins kangourous, on avait quelqu'un qui pouvait aider et faire comme surrogat ou comme surrogate. Alors, c'est vraiment, ça c'était un levier important qu'on a vu dans beaucoup de nos projets, qui est quelque chose qui peut être facilement implémenté. Mais on doit vraiment discuter avec le personnel de santé pour qu'ils comprennent le bénéfice d'avoir cet accompagnant qui va supporter le couple mère-enfant. Voilà, c'est tout. Merci pour le complément. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Toujours dans le chat, je n'en vois plus, sauf si... Alors, je pense qu'on va terminer le webinaire ici. Merci, Laurie. Merci à tous. Et le lien vers le webinaire sera disponible sur le site web de la boîte à outils. Alors, regardez-la dans les prochains jours. Merci. Merci, au revoir.